C'est bon, tu peux y aller, Saskia. Ah, c'est bon, j'y vais, hein. D'accord. Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va parler des îles Canaries, qui a fait partie de ma thèse doctorale. Donc, je vais commencer par une brève introduction sur ce qu'est un PSIL. Ensuite, j'introduirai les objectifs et les grands résultats qu'on a obtenus. Donc, les PSIL font partie des hémiptères, du sous-ordre des sternorynques, et ils forment une superfamille qu'on appelle Psylloidés. C'est des petits insectes entre 1 et 10 millimètres de long et ils s'alimentent du phloème des plantes. Il y a plus ou moins 4000 espèces décrites dans le monde et ils ont une caractéristique car ils sont très spécifiques de leur plante hôte. Donc en général, une espèce de psy se développe sur une espèce de plante. Il y a certaines espèces qui vont se développer sur différentes espèces de plantes, mais dans un même genre, et quelques espèces qui sont polyphages. Et en général, les espèces de psylles proches se développent sur des espèces de plantes proches. Alors, au niveau du cycle de vie, les psylles passent par un stade œuf, suivi de 5 stades immatures avant de devenir adultes. Et la grande différence entre le mâle et la femelle, c'est la génitalia, comme vous pouvez voir sur les deux photos. Au niveau de la systématique des psylles s'est basée pendant longtemps sur la morphologie. Euh, Premièrement, la morphologie des adultes, et ensuite c'est White et Hodgkinson en 1985 qui ont introduit l'utilisation des immatures de dernier stade. Mais ça restait quand même compliqué parce que les psylles manquent en fait de synapomorphie morphologique et ils ont un haut niveau d'homoplasie. Donc il y a certaines espèces proches en fait qui avaient des divergences morphologiques et inversement. Donc il y avait besoin du moléculaire pour résoudre un peu la phylogénie de ce groupe. Mais elle est arrivée assez tard. La première grande étude de phylogénie moléculaire est arrivée en 2018. Et donc, elle incluait 400 espèces de psylles dans 100 genres et dans toutes les familles. Ensuite, il y a eu une autre étude en 2019 de Shaw, mais eux, ils se sont centrés sur des espèces de l'Est du Paléarctique oriental. Et avec tout ça, en fait, avec toutes ces nouvelles données, pour Carreal ont revu en fait la classification. Et aussi, ils ont montré lors de ces études l'importance de la plante hôte, parce qu'il y avait certains genres qu'on pensait vraiment très éloignés, se regroupaient en fonction de la famille de plantes sur laquelle ils se développaient. Actuellement, il y a 7 familles de psylles. C'est un groupe qui est caractérisé par ce métacoxé, ce grand métacoxé qui leur permet de sauter. Également, la nervation de l'aile au niveau de la veine CU1 et M, en fait, la bifurcation en forme de fourche. Et également, ils ont un tarse segmenté. Au niveau des immatures, ils sont généralement dorsaux ventralement aplatis. Ils vivent librement sur la feuille normalement, mais il y a certaines espèces qui sécrètent, enfin, toutes les espèces sécrètent de la cire et du miella, mais ça dépend un peu, la quantité dépend un peu des espèces. Il y a certaines qui vont sécréter beaucoup de miella et former ces sortes de lait. Donc, c'est des caractéristiques des psylles d'Australie. Et d'autres vont sécréter beaucoup de cire. Euh, et il y a d'autres espèces aussi qui vont provoquer des gales aussi chez leurs plantes hôtes. Au niveau des ravageurs, pendant longtemps, les psylles étaient considérés comme des ravageurs mineurs, donc avec un impact local et temporaire. Mais ces dernières années, en fait, ils sont devenus importants au niveau mondial parce que certaines espèces sont devenues des ravageurs les plus importants mondiaux en raison à leur capacité en fait de transmettre des espèces d'une bactérie qui s'appelle Candidatus liberibacter à des cultures importantes. Et il y a trois d'entre elles qui sont reprises dans la liste de quarantaine de l'Union européenne. Donc, c'est Bactericera coccărelli, qui transmet une espèce aux patates, qui provoque la maladie du zébrachip. Et également 2 espèces, Diaphorina citri et Triosa erythrée, qui, elles, transmettent 2 espèces de cette bactérie aux agrumes et qui provoquent l'umblambing ou greening, qui est une des maladies les plus dévastatrices actuellement pour les agrumes. Maintenant, je vais me concentrer sur Triosa erythrée parce que c'est elle qui a un peu initié le début de ma thèse. Donc, Triosa erythrée, contrairement aux 2 autres, est présente sur le continent européen. Elle est arrivée en Espagne, dans le nord-ouest de l'Espagne, en 2014 et du Portugal. Et en fait, à partir de là, s'est mis en place un programme de contrôle biologique pour limiter en fait l'avancée du psylle et surtout qu'il atteigne toute la zone de production d'agrumes de l'Espagne. C'était très important pour l'Espagne parce que l'Espagne, c'est quand même le 6e producteur mondial d'agrumes.
le premier dans l'Union européenne, et en plus, c'était le premier exportateur de fruits frais, d'agrumes, parce qu'en fait, la bactérie n'est toujours pas présente en Espagne. Et donc, du coup, un des objectifs, c'était d'introduire un parasitoïde, Tamarix siadri, premièrement dans les îles Canaries, où était présent le PSIL depuis 2002, et ensuite de le libérer sur le continent. Donc de là vient ma thèse, parce que avant de pouvoir libérer un parasitoïde, il faut faire des tests, et un des tests, c'est le host range, donc ça veut dire qu'on va tester la spécificité du parasitoïde pour vraiment s'assurer qu'il parasite que cette espèce de psylle. Et on avait besoin en fait de savoir quelles espèces étaient présentes dans les îles Canaries, et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un manque de connaissances. Il y avait juste eu deux gros travaux, celui de Loginova en 1976, qui a décrit un nouveau genre et 10 nouvelles espèces. Mais lui, en fait, s'était basé sur du matériel déposé dans un musée, en fait, un matériel qui avait été collecté par Lindbergh, qui était un spécialiste des PSOC. Donc, il avait collecté le matériel, mais sans prendre en compte la plante hôte ou sans collecter les immatures. Et ensuite, le deuxième travail qui a été réalisé, c'est celui de Diana Percy. Et elle a décrit deux nouveaux genres, 15 nouvelles espèces. Et elle a vraiment fait un travail de collecte de terrain. Elle a combiné morphologie et moléculaire. Mais elle s'est centrée vraiment sur un seul groupe de psylles. Et c'était le groupe qui se développe sur les génistés. Donc de là, les objectifs de ma thèse, donc c'était augmenter nos connaissances sur la diversité des psylles dans les îles Canaries, d'améliorer aussi l'identification des espèces et aussi d'étudier un peu l'origine et les processus qui ont permis de mettre en place cette diversité. Donc pour ça, on a utilisé une méthode intégrative, donc information des plantes hôtes, la morphologie des adultes et des immatures, et également le moléculaire, donc DNA barcoding et une reconstitution phylogénétique. Donc, pour vous mettre un peu dans le contexte, tout s'est passé dans les îles Canaries. Les îles Canaries, c'est un archipel volcanique qui se situe dans l'océan Atlantique. Il fait partie de la région de la Macaronésie, donc avec Madère, les Açores et le Cap-Vert. Il est assez proche du continent africain. Donc, l'île la plus orientale, qui est Fuerteventura, est à 100 km du continent africain. Et c'est vraiment un archipel qui est connu aussi pour sa diversité en l'espèce et également son haut taux d'endémisme, parce qu'on estime que 40% de la flore indigène est endémique et 45% des arthropodes. Donc, elle est composée de 7 îles qui se sont formées via un point chaud en fait qui s'est déplacé d'est en ouest. Donc les îles en fait sont à des étapes d'évolution différentes. Les îles qui sont le plus à l'est, Fuerteventura et Lanzarote, sont les plus âgées, donc elles sont à une étape beaucoup plus avancée de leur évolution. Elles ont subi l'érosion, elles sont plus plates, elles ont moins d'altitude, elles ont moins d'habitat. Et que si on va à l'ouest, c'est les îles les plus jeunes, La Palma et Hierro, qui ont un million d'années. Et elles sont vraiment à l'étape juvénile de leur évolution. Donc, au niveau des étages de végétation, donc il y en a 5 vraiment principaux. En bas à droite, je vous ai mis une carte. Donc, s'il y a un point vert, ça veut dire que l'étage de végétation est présent sur cette île. Donc, si on commence par le bas jusqu'à 250 mètres dans le nord ou 600 mètres dans le sud, donc on a la zone un peu plus aride, semi-aride. Ensuite, on monte, on va avoir la forêt thermophile, donc il y a un peu un étage de transition entre la partie aride et la partie plus humide. Et ensuite, on arrive à la forêt de la Laurisilva, qui est la forêt caractéristique de la Macaronésie. Et là, on voit qu'elle est déjà plus présente sur les deux îles les plus orientales. Ensuite, en montant, on va arriver à la forêt de pins. Et aussi au sommet, alors on arrive à tout ce qui est la partie alpine, où il y a vraiment beaucoup d'endémismes aussi là, et des endémismes très rares. Et c'est le seul en fait étage de végétation qui est présent à Tenerife. Donc Tenerife, c'est vraiment la seule île qui a tous les étages de végétation. Donc là, c'est vraiment dans ce contexte-là que j'ai fait toutes mes recherches et toutes mes collectes aussi. Et on a été donc collecté dans 150, plus ou moins 150 localités. Donc on a fait attention de collecter mâles, adultes et les immatures aussi de dernier stade qui sont importants pour la systématique, mais également pour savoir si c'est bien la plante hôte d'un psylle, donc pour s'assurer que
qu'une plante hôte et la plante hôte d'un psyll, il faut vraiment voir l'immature de dernier stade. On a aussi fait appel à des botanistes qui nous ont aidés avec les identifications des plantes hôtes. Et on a collecté aussi toutes les interactions biologiques avec des parasitoïdes et des ennemis naturels. On a été aussi revoir les collections qui avaient été déposées dans des musées, donc le musée de Finlande, République tchèque, on a été en Suisse, à Vancouver. Et on a été également revoir la collection qu'avait utilisée Loginova pendant le premier gros travail qui s'était réalisé dans les îles Canaries, qui est déposé au musée d'histoire naturelle de Finlande. Donc avec ça, pour chaque population, en fait, il y a une partie qui est partie moléculaire et l'autre partie morphologie. Donc pour la partie moléculaire, on a utilisé une extraction non destructive, ce qui nous permettait de récupérer le spécimen et donc de le passer à l'analyse morphologique. Pour l'analyse morphologique, donc on a fait des préparations, hein, que ce soit sec ou microscopique. On a étudié donc les caractères importants chez les psylles. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais chez les adultes et chez les immatures. Et ensuite, on a amplifié, donc on a travaillé avec deux gènes, le coxin, donc la région du DNA barcode, et également le site B. Mais quand on a commencé à travailler avec le coxa, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait du mal en fait à amplifier cette région chez beaucoup d'espèces. On a vraiment un taux de réussite de moins de 50% avec les amorces universelles qui sont LCO 1490 et HCO 2198. Donc de là, en fait, on a recherché dans la bibliographie, on a testé énormément d'amorces, mais on n'a pas de bons résultats. On a regardé dans les bases de données et on s'est rendu compte que beaucoup d'espèces de psylles avaient une longueur de barcode inférieure à 500 pp. Mais donc on voyait qu'il y avait un problème, en tout cas. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a conçu une nouvelle amorce qui vraiment fonctionnait bien avec les espèces qu'on a travaillées. Et moi, j'ai continué à l'utiliser après et c'est vrai que j'avais vraiment, normalement, enfin, elle fonctionne assez bien. Tout est repris dans ce papier, donc si ça vous intéresse. Ensuite, on a utilisé l'arbre qui avait été publié dans le gros papier de phylogénie de Diana Percy et al. En 2018. Et ce qu'on a fait, c'est que on l'a utilisé comme arbre de contrainte. Donc, on essaie déjà les relations phylogénétiques à l'intérieur de l'arbre. Ce qu'on a fait, c'est inclure les petites séquences de coxin et de side B à l'intérieur de l'arbre. Et en général, en fait, le placement des lignées des psylles des canaries était très bien soutenu. Donc, on avait des bootstraps de plus de 80%, sauf pour un genre. C'était le genre Drepanosa, mais ça s'explique du fait qu'en fait, il n'y avait pas de membre de Drepanosa dans l'arbre original. Donc, on a fait d'autres analyses pour le placement de Drepanosa, donc Neighbor Joining, Bayesian et Maximum Likelihood. Et les trois donc soutenaient en fait le groupement de ce genre dans ce groupe et également la morphologie. Rapprochait ce groupe de Persiella, Spagnosa, Mitriosa et Dispersa, qui sont d'autres genres. Donc après, bon, en gros, donc ce qu'on voyait, donc le placement phylogénétique qu'on avait fait concordait avec ce qu'on voyait morphologiquement. Et après, pour délimiter les espèces, quand on voyait beaucoup de différences morphologiques, on le voyait également moléculairement. Chez certaines espèces, c'était un peu moins clair, surtout les espèces qui s'étaient diversifiées assez récemment, comme ça a été le cas de Philura confusa, qui est une espèce proche de Philura olivina, qui sont deux espèces qui se développent sur l'olivier et qui n'ont pas beaucoup de caractères morphologiques qui permettent de les différencier. Donc, on avait vu un caractère qui était au niveau du paramère, qui est important chez les psylles, mais ça nous a aidé de voir aussi la divergence du COA et de prendre les aspects aussi de biogéographie pour trancher dans ce cas-là. Mais en général, on voyait vraiment des différences entre les deux. Et donc, du coup, comme résultat, on a eu la description de deux nouveaux genres de psylles, dont Persiella, qui est un genre endémique des îles Canaries. Et on a décrit également 4 nouvelles espèces dans ce genre. Ce genre est un peu atypique chez les psylles parce que, en fait, ils développent sur la même espèce de plante hôte. Mais ils se sont diversifiés, en fait, sur des îles différentes. Donc, il y a une espèce de diversification en allopatrie, mais sur la même plante hôte, ce qui n'est pas commun chez les psylles parce que ce qui est commun, c'est qu'un psylle se diversifie en changeant de plante hôte. Et c'est ce qu'on a vu dans les Canaries, que souvent c'était une spéciation allopatrique, mais avec changement d'hôte. Et là, dans ce cas-là, il n'y a pas eu de changement d'hôte, donc c'est un peu plus atypique. Ensuite, on a un nouveau genre, Drepanosa,
Donc, dans ce genre-là, on a décrit 3 nouvelles espèces. Et on a aussi également transféré 4 espèces qui avaient été attribuées à Triosa dans ce genre. Donc, une espèce qui est endémique des îles Canaries, deux espèces endémiques de Madère et une espèce continentale. Ensuite, on a décrit en tout donc 16 nouvelles espèces, 13 qui n'étaient pas connues, dont les 4 Persiella et 3 Drepanosa, et d'autres dans la famille Aphaleridés, Lividés et Psyllidés. Et 3 autres espèces qu'on a décrites, en fait, avaient été mal identifiées. C'est en collectant plus de spécimens, en revoyant en fait, les collections, on s'est rendu compte en fait, que c'était des espèces différentes et que c'était des nouvelles espèces qui avaient été attribuées à des espèces déjà connues. Ensuite, on a fait quelques changements taxonomiques. Donc, on a élevé une espèce de rang de sous-espèce à espèce. On a passé aussi Triosa laurisilvée au genre Lauritriosa. Et on a aussi signalé d'autres espèces dans les îles Canaries. Et on a apporté beaucoup de données aussi, de nouvelles données sur les plantes hôtes et la distribution aussi dans les îles. Alors aussi au niveau des ennemis naturels, on a trouvé beaucoup, quand même pas mal de parasitoïdes et hyperparasitoïdes associés aux psylles, des prédateurs généralistes aussi de la famille Anthocoridés et des acariens ectoparasites. Alors au niveau, donc en tout, en fait, on est passé de 46 espèces à 62 espèces dans les îles Canaries, 62 espèces de 24 genres et 5 familles, donc ça montre une diversité taxonomique assez importante dans les îles Canaries. Des 62 espèces, il y en a 51 indigènes, 11 introduites. Des indigènes, il y en a 9 qui sont non endémiques et 42 endémiques, ce qui montre un pourcentage assez important d'espèces endémiques. Ce qui n'est pas surprenant parce que la flore en fait, des îles Canaries a un pourcentage élevé d'endémisme et pratiquement toutes les espèces de psylles endémiques se développent sur des espèces de plantes endémiques. Au niveau de la répartition des îles, donc la majorité des espèces sont trouvées dans les îles centrales et occidentales, particulièrement dans les îles centrales, qui sont connues pour leur richesse en espèces, en diversité, en spéciation, en endémisme. Donc c'est pas surprenant. Et au niveau des îles occidentales, ben, on a juste trouvé 2 espèces indigènes, ce qui n'est pas surprenant non plus parce que c'est les îles les plus pauvres, on va dire, en diversité végétale et qui ont moins habitats, pardon, aussi. Après, on s'est demandé ben, combien de colonisations ont pu créer en fait cette diversité en espèces, cette faune indigène des psylles. Donc, on est arrivé à un total de 26 colonisations qui auraient formé en fait cette faune de psylles indigène. Mais il y a que 18 d'entre elles en fait ont eu comme le résultat juste une espèce, donc il n'y a pas eu plus de diversification à l'intérieur des îles. 7 ont donné 2, 3, 4 espèces et une seule vraiment a donné une plus grande radiation et 16 espèces. Donc, quand on compare à un autre archipel comme Hawaï, qui est en plus un archipel qui a plus ou moins le même nombre d'îles et plus ou moins le même nombre d'habitats, mais qui est un archipel en plus jeune, en fait, on voit que là, il y a eu 74, il y a 74 espèces indigènes qui proviennent en fait de seulement 8 colonisations, d'événements de colonisation. Donc, on voit qu'il y a une grande différence qui peut s'expliquer par la proximité des îles Canaries avec le continent. Donc, il y a eu beaucoup plus de colonisation et aussi beaucoup moins d'extinction. Parce que le fait que les îles d'Hawaï soient plus isolées du continent, ça les a protégées aussi des extinctions qu'il y a eu sur le continent pour les changements climatiques. Alors, bon, après, on a regardé aussi l'association avec les plantes hôtes. Donc, on a vu que dans beaucoup de cas, en fait, lors de la colonisation, les psylles maintenaient leur spécificité, en fait, avec la plante ou le genre de plante hôte de leurs parents continentaux. Donc, ça s'était maintenu pendant la colonisation des îles. Donc, souvent, ils ont colonisé une plante proche, une espèce de plante proche ou la même espèce de plante. Dans un cas, enfin, dans les cas des psyllides qui se développent sur les génistés, là, ils sont passés en fait sur un genre de plante haute, proche. Et il y a eu 2 colonisations aussi qui ont impliqué un saut, enfin un changement d'hôte assez important à une autre famille de plantes. Donc, c'est le cas de Persiella et Drepanosa,
Mais ils se regroupent aussi avec d'autres espèces, en fait, ces espèces-là se développent sur des astéracées, des apiacées, des solanacées, des condombulacées, des pittosporacées, donc c'est différentes familles. Mais elles ont tout un lien, qu'elles sont toutes dans les euastérides. Et également, c'est pas si surprenant que ça parce qu'en fait, elles font partie des triocidés et les triocidés, durant leur évolution, en fait, ont fait énormément de changements d'hôtes importants de famille. Donc, ça pourrait expliquer le pourquoi, que lors de la colonisation, elles ont été capables de coloniser une autre famille de plantes. Au niveau des origines des psylles des îles Canaries, donc la majorité proviennent donc du sud de l'Europe et du nord de l'Afrique, ce qui concorde aussi avec ce qu'on voit dans les îles Canaries, vu que la majorité de la flore et de la faune des îles Canaries proviennent de ces régions, à l'exception de Diaphorina consalesi, qui lui vraiment a une disjonction assez importante géographique avec son parent le plus proche, qui est Diaphorina gymnosporiae, qui elle se développe, en tout cas est présente dans le sud de l'Asie, mais également sa plante hôte. Sa plante hôte a également vraiment a aussi une disjonction comme ça avec ses parents les plus proches. Donc ça, on pourrait l'expliquer que ce soit des reliques du tertiaire, comme c'est déjà arrivé dans les îles Canaries, dû à des changements climatiques qu'il y aurait eu sur le continent. Donc tout ce que je viens de vous raconter et encore plus sont repris dans ces deux gros travaux. Donc on a divisé les deux parties. Donc il y a une partie sur la partie moléculaire. Là, on va un peu plus loin parce qu'on caractérise aussi la nouvelle radiation endémique sur Convolvulus floridus. Et il y a aussi un autre papier sur la partie morphologique. Donc, dans le papier, la partie morphologique, là, c'est là où on décrit les nouveaux genres, les nouvelles espèces. Aussi, pour chaque espèce présente dans les îles Canaries, donc on met le matériel qu'on a examiné. On donne souvent aussi une description des immatures, parce que ça n'avait pas été fait. Aussi au niveau de la distribution, donc des îles, les plantes hôtes et aussi toute la biologie, donc si elles forment des galles, si on a observé des interactions avec parasitoïdes ou des prédateurs. On a également réalisé deux clés, donc une clé pour les adultes, donc de toutes les espèces pratiquement des îles Canaries pour identifier les adultes et également les immatures de dernier stade. Et ensuite, on a aussi apporté beaucoup de dessins, de microphotographies et beaucoup de figures aussi qui vont permettre aussi d'améliorer leur identification. Et également une librairie de tous les données barcodes des psylles des Canaries. Donc voilà, donc ce travail s'est réalisé grâce à toutes ces personnes. Il y en a peut-être deux que vous connaissez, donc c'est David Ouvrard qui est mon collègue actuellement et Jean-Claude Stretto qui m'a aussi aidé avec l'identification des ontocoridés. Donc voilà, c'est terminé, merci beaucoup.